Chers internautes, mesdames et messieurs, bonsoir. À situation exceptionnelle, invité tout à fait exceptionnel. Ce soir, nous recevons dans l'hebdo politique, pour comprendre la situation de crise institutionnelle au Sénégal, Monsieur Camara. Mais avant, j'invite les internautes que vous êtes à liker cette émission, à la partager et à vous abonner à la page de l'Afrique d'une seule voix sur Facebook. Eugénie Dieki avec nous. Bonsoir Eugénie. Bonsoir Olivier. Bonsoir Bonsoir Monsieur Olivier. Camara. Bonsoir Monsieur Camara. Bonsoir Madame Dieki. Bonsoir Monsieur Segbou. Enchanté. Donc, nous sommes ensemble pour cette situation tout à fait inédite que traverse le Sénégal et qui mérite, pour nous qui sommes des observateurs assidus de la vie politique, notamment africaine, de comprendre un peu de quoi il s'agit. Mais avant, Eugénie, qu'est-ce que nous pouvons dire de la situation du Sénégal qui mérite que nous ayons cette émission ce soir? Alors, avant que nous expliquions le contexte de l'actualité sénégalaise, j'aimerais quand même présenter l'invité, puisqu'on a dit à actualité exceptionnelle, invité exceptionnel. Donc, nous avons invité Monsieur Camara Boubacar. Donc, c'est un haut fonctionnaire d'origine sénégalaise. Il a une expérience considérable dans plusieurs domaines. Il a une expérience dans la haute administration. Son engagement politique et sa vision pour le Sénégal font de lui un acteur majeur de la scène politique sénégalaise. Alors, il est fondateur du mouvement Génération Y et du parti PCS Gentou Tabaxt. Il est candidat à l'élection présidentielle sénégalaise de 2024. Il est président de la coalition Kama 2024 et il est l'auteur d'un livre, un livre-programme qui s'appelle « Construire le Sénégal du futur ». Alors maintenant, parlons du contexte. Le 10 février dernier, le gouvernement a annoncé le report de la présidentielle à juin 2024. Motif essentiel, modification du code électoral pour intégrer la diaspora dans le vote. L'opposition et la société civile crient à la manipulation et à la tentative de confiscation du pouvoir. Alors, il y a eu des manifestations qui ont éclaté dans plusieurs villes du pays. Plusieurs personnes ont été tuées et plusieurs blessées. L'opposition appelle à une journée morte dans quelques jours, donc le 14 février prochain. La communauté internationale a condamné le report des élections. Les États-Unis et l'Union européenne ont appelé au respect du calendrier initial. Voilà donc le contexte tel qu'il est posé. Olivier. Monsieur Camara, malgré que nous n'ayons pas une connaissance très pointue du sujet, Eugénie a essayé de poser un décor. De votre point de vue d'expert et d'acteur de la vie politique sénégalaise, de quoi retourne cette crise institutionnelle que traverse le Sénégal? Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. J'aurais aimé pouvoir parler du Sénégal dans un contexte plus reluisant, dans le contexte qui était toujours celui d'un Sénégal vitrine de la démocratie, celui d'un Sénégal qui se donnait, qui s'offrait comme exemple pour les avancées démocratiques, pour les alternances pacifiques, pour la concorde entre les confréries, pour ses personnalités dans le monde littéraire, dans le monde sportif, etc. Mais je suis désolé, aujourd'hui mon pays souffre, mon pays a honte de ce qui est en train de se passer. Il se passe simplement que le président de la République aujourd'hui a décidé de façon illégale, avec des prétextes fallacieux, de reporter l'élection. Il s'y est pris de deux manières. Il a fait une déclaration pour annoncer un décret
un décret qui abroge la convocation du collège électoral alors que les candidats étaient en train d'enregistrer leur première émission de campagne électorale. La Constitution prévoit que le président de la République, à quelques semaines avant le début de la campagne, doit convoquer le corps électoral. Ce qu'il a fait, ce qui était tout à fait légal et conforme à la Constitution. Ah, le corps électoral était déjà convoqué. Convoqué. Alors, il décide sans aucune base légale, ni constitutionnelle, ni légale, ni dans le cadre du code électoral, ni réglementaire, il décide unilatéralement de mettre fin à cette convocation. Donc, d'arrêter brusquement le processus électoral. C'est du jamais vu dans l'histoire électorale de notre pays et je n'ai pas vu ça dans un autre pays. Ce n'est pas un événement extraordinaire qui constitue un obstacle au déroulement du processus, mais c'est un acte unilatéral pris par décret pour dire j'arrête le processus électoral. Et sur quoi se fondent-ils pour prendre un tel décret? Alors, ils se fondent, et c'est là où c'est encore plus malheureux, il dit voilà, il y a une plainte, il y a un candidat qui a été recalé par le Conseil constitutionnel parce qu'on considère qu'il n'a pas la nationalité sénégalaise exclusivement. Lui, il avait déjà renoncé à sa nationalité avant et il considère qu'on aurait pu le retenir. Et ensuite, il y a un autre candidat, une candidate qui est passée et qui apparemment a une autre nationalité. Donc, il y a un dysfonctionnement et ce candidat qui a été exclu a déposé, a initié une commission d'enquête et il a même accusé de corruption 2 juges du Conseil constitutionnel et ces juges également ont décidé de se défendre. Ils ont fait un communiqué et donc il y a un conflit entre le Parlement et le Conseil constitutionnel et il se dit, voilà, j'arrête tout. C'est absolument inédit une situation comme ça, M. Camara. Alors, quand les juges qui sont accusés ont porté plainte, l'un des juges en tout cas a porté plainte devant les juridictions ordinaires. Oui. Et donc, les institutions sont là pour juger de cette affaire-là. Et malgré tout ça, ils décident d'arrêter le processus. Mais non seulement ils décident d'arrêter le processus, le groupe parlementaire qui a déposé la plainte a été appuyé par le groupe parlementaire du président de la République pour voter un projet de loi portant report de l'élection. Et ils ont voté cette proposition de loi pour reporter l'élection à décembre 2024, alors que le mandat du président se termine le 3 avril. Donc, c'est une prolongation de fait du mandat du président de la République. Donc, deuxième problème, il y a une loi, en plus du décret dont j'ai parlé, il y a une loi qui consacre de fait une prolongation du mandat du président de la République. En violation de l'article 27 de la Constitution, bien entendu. Mais justement, et de toute la jurisprudence de la Constitution qui exclut une prolongation de mandat. Quand ils ont voulu réduire le mandat de Macky Sall de 7 à 5 ans, ils ont dit non, il n'est pas possible d'augmenter ni de réduire le mandat. Donc, une crise institutionnelle a été créée par 2 textes, un décret et une loi. Voilà la situation au Sénégal, sous la responsabilité du président Macky Sall. Je rappelle quand même, de ce que l'on a compris, qu'il y a un article 107 qui fixe la durée du mandat du président. Ouais. Et vu que la Constitution est quand même très formelle là-dessus, la durée et le nombre de mandats, le président Macky Sall vient de faire 2 mandats. Et normalement, à la date, je ne sais plus laquelle exactement, de la fin officielle normale de son mandat, il aurait dû démissionner. Son mandat de président était terminé. C'est bien ça, hein? Oui, mais l'astuce est la suivante. Sur le décret, au lieu de parler de retrait d'un acte administratif, parce que là, ils savent que s'ils parlent de retrait d'un acte administratif, on va leur opposer les conditions, parce qu'il faut que l'acte soit illégal et que ça se fasse dans les délais de 2 mois. Donc, ils ne parlent pas de retrait, ils parlent d'abrogation, qui n'a effet que
il parle d'abrogation. Ce qui est une astuce bon, que le juge va bien voir, parce que les candidats, comme moi, nous avons fait un recours devant la chambre administrative de la Cour suprême. Oui. Maintenant, pour la loi, l'astuce, c'est de dire qu'il demande une dérogation à l'article 31 qui fixe le calendrier. Oui. Mais ce qu'ils essaient de cacher, c'est que, évidemment, cette dérogation entraîne de fait, a pour effet, même si ce n'est pas le but, l'effet, c'est une prolongation de mandat. C'est une prolongation de fait. En collision avec la Constitution. Voilà la situation. Au moment de partir, au moment de dire adieu aux Sénégalais, au moment d'organiser une élection sans être candidat, au moment où tout le monde est braqué sur nous pour l'organisation d'une élection sans candidat sortant, où les Sénégalais auront le loisir de choisir entre 20 candidats validés par le Conseil constitutionnel, on nous sort ce coup-là qui met tout le monde à genoux et qui fait que le Sénégal meurt de honte aujourd'hui. Monsieur Camara, Eugénie, oui. Qu'est-ce que cette affaire vous inspire, chère Eugénie? Parce que alors, moi, la question que je pose à M. Camara, c'est est-ce que M. Macky Sall a fait cette déclaration, ce report de l'élection présidentielle sénégalaise pour contrecarrer Ousmane Sonko, qui est son principal rival, ou alors il a, comme certains chefs d'État en Afrique, la folie du pouvoir. Il veut rester, il veut se maintenir au pouvoir. Qu'est-ce qui se passe exactement dans sa tête? L'argument qu'il sort, c'est de dire, bon, on est dans un processus électoral, le Conseil constitutionnel qui doit juger de cette affaire est suspecté, et que donc laisser passer cette procédure jusqu'à la fin peut décrédibiliser le scrutin. Mais dans ce cas, la solution, ce n'est pas d'arrêter. La solution, c'est de se concerter avec les candidats pour réaménager le calendrier en attendant que le Conseil constitutionnel, que les juridictions se prononcent sur la question. Là, il peut y avoir un report consensuel sur le calendrier. On dit, au lieu de démarrer la campagne tout de suite et de l'arrêter après, on peut attendre une semaine, etc. Mais il n'y a eu aucune concertation et ils ont combiné les deux. Ils ont combiné et le décret et le projet de loi sur le report. Ce qui veut dire que finalement, il n'a aucun argument pour le faire. Et ça n'a rien à voir avec Ousmane Sonko, parce que Ousmane Sonko a déjà un candidat et au contraire, tous les membres de PASTEF sont contre ce report-là. Comme toutes les forces vives de la nation, dans le cadre de F24, nous sommes contre ce report unilatéral de l'élection par le président Macky Sall et sa majorité. Monsieur Camara, ce qui nous a le plus choqué dans cette affaire, c'est de voir les militaires avec des casques, avec des matraques, débarquer au sein du Parlement. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a pu en arriver là au Sénégal? D'abord, pourquoi ils sont allés à l'Assemblée nationale s'attaquer à des députés? Mais ce n'est pas la première fois. Ah bon? Depuis le règne de Macky Sall, c'est la deuxième fois. Quand ils installaient le bureau de l'Assemblée, il y avait tellement de contestations, la procédure a été tellement violée que les opposants se sont évidemment opposés à l'installation d'un bureau illégal. Il n'était même pas prévu de bulletins pour les candidats de l'opposition. Donc, ils ont dit, oh, mais c'est un massacre. Et là, ils ont dû évacuer la salle. Ce n'est pas la première fois. Et là, cette fois-ci aussi, ils ont évacué la salle parce que les députés se battaient pour que cet état de droit soit sauvegardé. Donc, aujourd'hui, on ne reconnaît plus le Sénégal. Voilà. Ça... Mais... D'autant... Ah, pardon, allez-y. Non, mais c'est ça que je vous dis. C'est-à-dire que c'est tellement gros que les gens sont groggy. Voilà. Oui. Il y a quelque chose deuxième sujet qui nous a vraiment préoccupé. Le Sénégal est quand même un pays connu pour un consensus national, pour vraiment les gens s'entendent, c'est l'accueil. Comment est-ce que Human Rights Watch, qui est un organisme totalement indépendant, a fait un rapport dans lequel il parle de milliers de gens en prison, des prisons
arbitraire des journalistes qui sont arrêtés, comment on appelle ça, des gens qui sont enfermés dans des cachots. Ils sont tellement nombreux dans les cachots qu'ils sont obligés de se coucher ou de se tenir debout tête bêche pour pouvoir y tenir, tant le cachot est petit et il n'y a même pas de lumière du jour. On est bien au Sénégal? Oui, on est bien au Sénégal, mais on est avec un régime qui, depuis 2012, a commencé à casser tout le dispositif qui a été mis en place. D'abord, sur le plan du dispositif électoral, on avait un ministre de l'Intérieur partisan avant, on a dit non, maintenant c'est fini, il faut mettre une personnalité neutre. Lui, il a ramené le ministre de l'Intérieur partisan. On avait un parrainage correct pour les indépendants. Il a dit non, on met un parrainage avec un système de contrôle qu'il est le seul à maîtriser, un logiciel qu'il est le seul à maîtriser, un fichier qu'il ne donne pas aux partis qui collectent, aux candidats qui collectent le parrainage. C'était une deuxième blessure. La troisième blessure, il a regroupé la carte nationale d'identité et la carte d'électeur sous prétexte d'une recommandation de la CEDEAO, mais l'objectif, c'était de remettre en cause tout le fichier qui est introuvable. Personne n'a le fichier. Et enfin, il a mis en place un dispositif qui lui permet de manipuler tout le fichier, de mettre qui il veut. Et aujourd'hui, le système est à terre. Et quand le système est à terre, et en plus, l'opposition se regroupe, fait une percée énorme au local, aux législatives, il y a le dossier de Sonko, la répression tout azimut, eh bien, évidemment, il a utilisé la répression et c'est cette répression-là qui, aujourd'hui, a donné la situation où on voit des prisonniers politiques qui sont là, qui ne sont pas jugés. Qui ne sont même pas jugés, on ne sait même pas pourquoi ils sont là. Jugés, d'autres, ouais. On a condamné Ousmane Sonko parce qu'il a accusé un ministre de corruption sur un dossier, mais le rôle d'un opposant, c'est d'accuser. Il faut clarifier. Si on envoie en prison et on empêche les opposants de participer à une élection parce qu'ils ont dénoncé des gens du pouvoir, on n'est plus en démocratie. Vous voyez un peu. Donc, on a perdu le Nord au Sénégal. Alors, pour les Eugénie, juste d'un mot. Quand on parlait d'Ousmane Sonko qui est en prison, visiblement, Ousmane Sonko aurait ou a donné tout pouvoir à M. Bassirou Diomaye Faye, si je prononce bien, pour que ce soit lui qui porte les couleurs de son parti dissous, n'est-ce pas, pour aller aux élections. Et de ce qu'on lit un peu partout, hein, vous allez me dire si je me trompe, les Sénégalais qui voulaient voter pour Ousmane Sonko se sont tous vraiment repliés tous sur la candidature de M. Bassirou Diomaye Faye. Bien entendu, ce Bassirou, il est aussi en prison. Oui, c'est ça. Mais il n'est pas encore jugé. Il n'est pas encore jugé. Mais il est en prison. Il est candidat. Bon, mais c'est le résultat des élections qui déterminera quelle est la préférence des Sénégalais. Oui. Mais dans tous les cas, ça ne doit pas être un obstacle pour le déroulement de l'élection. Aujourd'hui, ce qui se passe au Sénégal, pour parler de façon triviale, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et ça ne peut pas passer aussi, parce que toutes les forces vives de la nation, les universitaires, les démocrates, les partis politiques, tout le monde s'est mobilisé pour que cette forfaiture-là arrête. Et les recours ont été introduits. D'une part, les députés, ils ont introduit des recours contre la loi pour montrer que c'est inconstitutionnel. Et les candidats ont introduit un recours contre le décret pour exhiber de son illégalité. Maintenant, soit le président Macky Sall, conscient de la réaction des Sénégalais, retire son décret et refuse d'abroger, de promulguer la loi, et on revoit le calendrier, on organise les élections. Soit c'est la justice qui le fait à travers le Conseil constitutionnel et la Cour suprême. Alors, si ça ne se fait pas, à partir du 3 avril, le Sénégal va se retrouver dans une situation où on n'aura pas de président élu. Et au Sénégal, on ne peut pas être président de la République tant qu'on n'est pas élu au suffrage universel direct.
Absolument. Donc, il n'y a pas de schéma de transition où on a un président qui est là parce qu'il y a un comité de crise ou de conseil national, ou bien non. Ça n'existe pas chez nous. Le président de la République, il est élu au suffrage universel direct pour 2 mandats consécutifs, pas plus, pas une seconde de plus, pas une minute de plus. Donc, si vous prenez un décret et une loi qui remettent en cause cette situation, c'est que vous avez créé la crise. En général, les crises se créent à partir d'événements imprévus. Oui. Mais ici, c'est les textes même qui créent la crise. Eugénie voulait dire un Alors, mot. oui, la communauté internationale s'est dite prête à aider à trouver une solution pacifique. Est-ce qu'elle va vraiment permettre cette solution-là, M. Camara? Ah, on l'espère, parce que déjà, nous sommes très ravis des condamnations de la communauté internationale. Personne n'a appuyé cette forfaiture. Toutes les organisations internationales ont dit qu'il faut reprendre le processus électoral normalement. Et je pense qu'il va entendre raison. Et il n'y a pas de compromis sur cette question-là. Il faut reprendre le processus électoral, revenir à de meilleurs sentiments et ramener le Sénégal à sa vraie place. Monsieur Camara, je me permets une question là. Vous dites reprendre le processus. Aujourd'hui, nous sommes le 12 février. Normalement, si le processus avait suivi son cours, le 25 février, on aurait été aux urnes. C'est ça? Oui. Est-ce que dans l'intervalle qui va nous conduire au 25 février, vu le contexte que vous avez décrit tout à l'heure, comment on peut faire des élections avant le 25 février? Ah oui, mais il n'y a aucun problème pour le faire. Alors, bon? d'ici au 25 février, on a quoi? On avait prévu 21 jours de campagne électorale. N'est-ce pas? On peut prendre une loi pour réduire la durée de la campagne, regrouper les temps de parole. Chaque candidat avait 3 minutes pendant 20 jours, ça fait 1 heure de temps. On peut considérer que chaque candidat a 1 heure. On prend 4 jours, 5 candidats. Chaque candidat a 1 heure pour s'expliquer. Et après, on ouvre la campagne dès que c'est possible. Les gens font le tour et puis on couvre les meetings de clôture. On a réduit la durée de la campagne, on garde le 25. Dans le pire des cas, on peut repousser l'élection d'1 semaine et puis garder la durée de la campagne, ou bien en tout cas réduire ça de 21 à 15 jours ou bien 10 jours. Et après, on réduirait peut-être même la durée entre le premier et le second tour, s'il y a second tour. Donc, le péril n'est pas encore consommé. Il est possible de rectifier si la décision est prise de faire la passation le 30. Ce qui est important, c'est la passation le 3 avril. Le 3 avril, oui. Ce n'est pas la date, mais le principe, c'est de garder vraiment la date du 25 février autant que possible. Eugénie? Oui. Alors, vous le disiez, hein, M. Camara, ça ne s'est jamais passé. C'est une situation assez honteuse pour un Sénégal qui a toujours montré l'image d'un pays démocratique, hein, tel que beaucoup d'Africains le rêvent, le souhaitent. Qu'est-ce qui a causé cette régression? Parce que même avec M. Abdoulaye Wade, on sentait qu'il y avait une velléité de se maintenir au pouvoir. Toutes les forces se sont muées pour l'empêcher d'arriver à de ne pas respecter ses engagements en tant que président, en tant qu'ancien candidat. Est-ce que ça ne tient pas finalement à la personnalité des candidats, en fait? C'est ça, en fait. On a affaire à des hommes qui ont peut-être des capacités pour diriger un pays, mais qui ne comprennent pas vraiment le jeu démocratique, qui ne comprennent pas vraiment qu'il faut respecter la Constitution, il faut respecter les concitoyens, il faut respecter le pays, en fait. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que ça ne tient pas à la personnalité de chaque candidat, finalement? Bon, je pense que les signaux qui ont été donnés par le président Macky Sall depuis 2012 ont toujours été inquiétants. Et au fur et à mesure que ces signaux se sont accumulés, on a commencé à voir les contours de son comportement global. Bon, ensuite, il a eu une opposition très radicale qui l'a poussé jusqu'à ses derniers retranchements.
ce qui fait partie des règles du jeu. Bien sûr. Et sa réponse a été de dire, OK, j'ai les instruments du pouvoir, je les utilise jusqu'au bout. Et c'est ça l'erreur monumentale. Donc, quand vous dirigez un pays, il faut vous effacer personnellement. La réaction personnelle, orgueilleuse, ne permet pas de régler les problèmes. Donc, je pense qu'il a commis des erreurs très graves et nous espérons qu'il va les rectifier rapidement. Et je pense que cette parenthèse sombre va être fermée et le Sénégal reviendra à sa vraie place parce que c'est un pays qui regorge d'hommes et de femmes qui sont mobilisés. Si vous voyez un peu la réaction des gens, vous vous rendez compte que nous tenons à ce processus démocratique qu'on a construit depuis plusieurs décennies avec un cortège de morts, un cortège de blessés, de pertes, etc. On ne va pas laisser ça partir comme ça en fumée, ça n'est pas possible. Et je pense que, comme vous l'avez dit, c'est un problème d'homme aussi et de système, quoi. Quand vous voulez garder le pouvoir, la réalité, nous, en tout cas, moi, mon analyse personnelle, c'est que l'État est devenu une machine à sous. Et donc, un instrument d'enrichissement personnel et un instrument de règlement de compte. On a vu tellement de dossiers judiciaires dans lesquels étaient impliqués des hommes politiques et les procédures n'ont pas été respectées. Et finalement, si vous avez un instrument comme ça qui vous permet de vous enrichir et de casser vos adversaires, ce n'est pas de gaieté de cœur que vous l'abandonnez. Voilà un peu mon analyse de la situation. J'ai une autre question. Dans votre dernier ouvrage, vous parlez justement d'un des problèmes cruciaux du Sénégal et de beaucoup de pays africains, c'est la question de la corruption. Et vous avez préconisé une solution radicale, on va dire, pour lutter contre cette corruption endémique au Sénégal notamment. Oui, en fait, le grand problème de nos pays, c'est la corruption. Aujourd'hui, on ne peut pas construire un pays avec un capital humain qui n'est pas sain et qui met de l'avant ses intérêts personnels. Nous, ce que nous avons préconisé, c'est la tolérance zéro. La tolérance zéro à travers d'abord les institutions. On regroupe l'ensemble des institutions qui s'occupent de la prévention, de la lutte et de la répression. Il n'y a pas d'impunité. On les regroupe et c'est l'Assemblée nationale qui fixe leur budget, ils ont l'autonomie. Les personnes qui dirigent ces institutions sont choisies sur la base d'appel à candidature. Donc, ce sera un office central de prévention et de lutte contre la corruption avec la possibilité de poursuivre les gens directement et avec une impunité garantie et une publication des résultats, des whistleblowers qui vont faire des dénonciations qui seront récompensées. Et je pense que si on arrive à éradiquer la corruption au Sénégal, non seulement on va gagner beaucoup d'argent, mais également on va réunir les conditions d'un environnement d'affaires, des affaires qui permettra aux investisseurs de venir au Sénégal sans problème. Monsieur Camara, j'ai quand même une question qui me taraude, moi. 18 millions d'habitants au Sénégal, on a eu au départ 70 candidats. Le ménage a été fait, entre guillemets, excusez le mot, hein, peut-être qu'il n'est pas approprié. On arrive à 20 candidats. Est-ce que c'est difficile de faire des coalitions fortes au Sénégal pour porter de grandes idées et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui différencie fondamentalement tous ces candidats pour qu'il y en ait autant? Bon, on est dans un pays démocratique. Hein. Bien sûr. On est dans un pays démocratique. On a une liberté de création des partis politiques. On a 300 et quelques partis politiques. Oui. Moi, ça ne me gêne absolument pas. D'accord. Ça ne me gêne absolument pas. Maintenant, il faut que ces partis soient financés sur la base de leur performance. Ça, c'est quelque chose qu'il faut organiser. Ce n'est pas encore le cas. Maintenant, pour les candidatures, on n'a jamais eu 273, 93 candidats. Non. On a dit, pour être candidat, voilà les conditions. Tous ceux qui estiment qu'ils réunissent les conditions, ils sont allés retirer des fiches. Il y a eu 200 personnes qui ont retiré les fiches. Au finish, il y a 93 qui ont été soumis au contrôle et sur les 93, on a retenu 20. Moi, je trouve que c'est tout à fait raisonnable. Donc, on n'a aucun problème. Qu'il y ait 100, 200, 300 au départ, c'est des candidats à la candidature.
Maintenant, s'il y a 100 candidats qui réunissent les conditions, et qu'on n'a pas besoin de 100 candidats, il faut faire en sorte que les conditions soient plus strictes, mais d'un commun accord avec tout le monde. Par exemple, si on dit qu'il faut déposer la caution avant de retirer les fiches, ça permet de réduire peut-être des candidats qui sont venus au contrôle et qui n'avaient pas déposé leur caution. Donc ça, c'est des choses qu'il faut régler. Et le pouvoir a été surpris par ça, et puis moi, je respecte toutes les candidatures. Hein. Bien sûr, bien sûr. C'est des Sénégalais comme nous qui réunissent les conditions et le contrôle est fait pour à la fin, retenir les candidatures. Et on va à la compétition. Monsieur Camara, je me permets de vous interrompre 2 secondes pour rappeler à nos auditeurs, à nos internautes qui nous regardent, que d'une part, ils peuvent vraiment partager l'émission parce que vous dites des choses absolument importantes, première chose. Deuxièmement, vous informez et vous faites un travail de pédagogie et je vous remercie pour ça parce que vu de l'extérieur, nous sommes complètement paumés, il faut dire ce qui est. Et troisièmement, l'Afrique d'une seule voix est une radio tout à fait libre et si le pouvoir politique veut aussi venir donner sa version ou d'autres candidats, nous sommes tout à fait ouverts à donner l'antenne à tout le monde. Donc, j'ai compris que vous êtes candidat. Vous êtes candidat. Quels sont les grands sujets? Vous en avez abordé un qui est une lutte implacable contre la corruption. Quels sont les grands sujets que vous voulez porter dans cette campagne? Alors moi, la priorité que j'ai, c'est le capital humain épanoui, éducation, santé. Pour moi, c'est essentiel. L'éducation et la santé doivent être prises en charge par l'État. Il ne s'agit pas de dépenses, de transferts sociaux. C'est un investissement réfléchi parce que c'est ce capital humain-là qui doit faire en sorte que le Sénégal soit prospère en s'appuyant sur les ressources naturelles que nous avons. Donc, nous avons prévu un fonds revolving de 8 000 milliards pour prendre en charge toute l'éducation de 0 à 25 ans. Donc, de 3 à 25 ans, éducation gratuite prise en charge par l'État, avec un enseignement obligatoire, l'introduction des langues nationales, l'introduction de l'enseignement religieux, l'introduction de l'anglais pour les matières scientifiques, la promotion des filières scientifiques, etc. Toute une réforme de l'éducation, nous l'avons démontré, nous l'avons expliqué dans notre livre, au chapitre 4 de notre livre sur l'éducation. Donc, c'est très clair. Sur la santé, nous voulons mettre un rattrapage de 1 000 milliards par an pendant 5 ans, avec un système de santé basé sur la prévention, des investissements dans les départements avec des polycliniques et des véhicules équipés qui vont aller au fin fond de la brousse avec un contrôle de la situation sanitaire, les médicaments à des prix abordables pour les populations et surtout la prévention. Donc, c'est très clair que nous, notre priorité, c'est l'éducation et la santé et nous avons fait cela. Ensuite, sur l'administration, il faut une grosse réforme. Dans notre réforme de l'administration, il y aura un appel à candidature sur les 36 postes les plus importants des directeurs généraux. On aura des secrétaires d'État, il y en aura 9, et un gouvernement de 15 membres. 5 membres pour les missions de souveraineté, 5 missions membres régaliennes, 5 membres pour les missions transversales comme l'éducation, les infrastructures, etc. Et 5 membres pour les missions à vocation sociale, religieuse, etc. Donc, c'est très clair qu'il faut revoir l'architecture de l'administration avec une modernisation sociale, le recours à l'intelligence artificielle, à la blockchain, une administration modernisée. Ça, c'est un élément extrêmement important. Et l'autre axe fondamental de notre programme, c'est qu'on va éviter l'endettement public excessif et nous appuyer sur la structuration à partir de nos ressources naturelles. Et vous en avez beaucoup. Ah oui, on en a beaucoup, justement. Et vous en avez beaucoup. On est assis sur ces ressources naturelles et puis on va trouver des solutions paresseuses qui consistent à nous endetter au point de dépasser même les normes. Donc, je pense que c'est une option qu'on va changer. Donc, nous prenons un changement de cap avec une intégration africaine par cercle concentrique, avec la Fédération de l'Atlantique Ouest, dans un premier temps avec la Guinée-Bissau, la Guinée et la Gambie, et on va
élargir plus loin. Dans ce cadre-là, on posera la question de la monnaie, on posera la question de la mutualisation des télécommunications, la mutualisation des ressources naturelles et l'industrialisation avec le fer qu'on va transformer, on a le gaz, etc. Donc, c'est une vraie... on redessine vraiment notre pays et c'est un projet de société que nous défendons. Et je pense qu'aujourd'hui, les échos que nous avons de la réaction des gens, tout le monde est d'accord que nous avons un programme sérieux, réaliste et réalisable. Voilà un peu les grandes lignes de notre programme. Il y a, vu d'ici, quand même 2 sujets qui, moi, nous interpellent, hein, Eugénie. Le premier, c'est la situation des pêcheurs sénégalais. Aujourd'hui, les côtes sénégalaises sont décimées par de grands chalutiers internationaux qui font que les pêcheurs, on va dire, artisanaux, ils sont plus qu'artisanaux, mais je n'ai pas un autre mot pour le dire. Ils rentrent, bredouillent de plusieurs jours de pêche et qui finissent par convertir leur navire, leur bateau en bateau pour transporter des clandestins vers des destinations très risquées. Deuxièmement, on a de plus en plus, on entend parler de filières d'immigration clandestine qui vont passer par l'Amérique du Sud et tout ça pour un pays qui a quand même aura bientôt une exploitation du gaz, du pétrole d'une ampleur jamais vue. Comment on peut résoudre ces problèmes qui sont quand même des problèmes fondamentaux? J'ai entendu une mère sénégalaise qui a créé même une association des mères qui ne peuvent pas faire le deuil de leurs enfants parce que ils sont disparus. On ne peut pas faire le deuil quand on n'a pas un acte de décès avéré. Comment votre programme peut faire face à ce genre de sujet? C'est deux sujets d'ailleurs. Ces 2 sujets sont liés quelque part. Oui. Mais fondamentalement, la question de la gestion de la pêche est liée à la gestion des ressources naturelles. Nous pensons que nous n'avons pas la certification de nos ressources naturelles et qu'on a négocié n'importe comment des contrats qui permettent de piller nos ressources. Nous allons jeter tous les accords de pêche à la mer. Ça, on ne discutera même pas de cela. On les a bien regardés. On connaît le contenu, les retombées et tout. On va jeter tous les accords de pêche à la mer. Et on va, sur la base de la certification des réserves, faire un bartering. On va faire un échange entre l'exploitation d'une partie de ces ressources et la construction des infrastructures qui sont liées à la pêche. Au Sénégal. Au Sénégal. Toute la chaîne de froid, les pêches, la chaîne de commercialisation, la chaîne de transformation des conserveries et tout. Et on va discuter à mémoire égale et on mettra derrière un dispositif avec la Marine nationale et la coopération internationale pour la surveillance des pêches, pour savoir exactement qu'est-ce qui est pêché, quelles sont les quantités et tout. Donc, à ce niveau-là, on va le développer avec des écoles de formation professionnelle qui permettent de développer de véritables métiers de la pêche. Ça occupe plus de 600 000 personnes. Et il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants également qui travaillent dans ce secteur. Il y a beaucoup de villages traditionnels qui vivent de la pêche. Et justement, c'est parce que cette pêche-là a été cassée, parce que même les ressources pélagiques qui sont dans les 3000 miles ont été exploitées et pompées. Il n'y avait plus la raréfaction du poisson, que beaucoup de jeunes se sont lancés vers l'immigration clandestine. Mais pas que ça. Il y a aussi le fait que la pauvreté générale, le fait qu'il n'y a pas eu d'industrialisation, que l'État n'a pas développé les projets pour aider les jeunes qui veulent investir et tout, et bien, les gens se sont dit, il faut aller ailleurs. Et maintenant, à ce niveau-là, nous allons prendre des mesures immédiates et des mesures à long terme. Les mesures immédiates, c'est qu'il faut absolument arrêter le flux de l'immigration clandestine en renforçant la surveillance, mais en mettant un fonds de 500 milliards qui va être récupéré à partir de la restructuration du budget de l'État. On va faire une loi rectificative des finances. Avec la réduction des ministères et tout, on a déjà fait les calculs qu'il faut un fonds de 500 milliards pour réparer, aider, appuyer ceux qui ont des projets,
ceux qui ont des problèmes pour faire le deuil, ceux qui ont de petits projets, qui veulent être aidés immédiatement avec des incubateurs pour qu'ils restent au Sénégal. Et maintenant, à plus long terme, on développe une industrialisation, comme j'avais dit, à partir des ressources naturelles que nous avons, l'énergie, pour créer des emplois. Et parce que tant qu'il n'y a pas d'emploi, évidemment, les gens vont partir. Et de façon générale, lorsque vous faites des investissements dans un pays, il faut que la croissance que vous y tirez, vous en tirez, soit une croissance inclusive, qui touche les acteurs de la pêche, de l'artisanat, du tourisme, de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage. Ce n'est pas le cas au Sénégal. Aujourd'hui, tous les gros investissements dont vous entendez parler au Sénégal, les routes, le terre, le truc, c'est des investissements mais dont les retombées évidemment, vont principalement dans les poches de l'étranger. Et c'est pour ça qu'il faut un investissement qui permette une croissance inclusive. Je pense que notre programme Tabac corrige justement ces dysfonctionnements qui sont des dysfonctionnements structurels. Et je pense que c'est ça la différence de fond avec ce qui se fait actuellement. Parce qu'il s'est quand même fait des choses au Sénégal. Vous avez les transformations de la ville de Diamandio, il y a des aéroports qui ont été construits, il y a même un TER qui a été lancé il n'y a pas longtemps, il y a même un BRT, c'est-à-dire des bus de transit rapide, électriques et tout ça. Et vous dites que tout ça, ça n'a pas apporté, pas créé suffisamment d'emplois et les gens sont obligés de s'en aller. Non seulement ça n'a pas créé suffisamment d'emplois, mais il y a des projets pour fonctionner, demandent des dépenses. Par exemple, le terre dont vous parlez, c'est des milliards que l'État investit tous les jours pour que ça fonctionne. Donc ça peut être rentable. Ah oui, bien sûr. Et il y a un endettement, non seulement il y a un endettement, il y a une société qui gère ça, il faut mettre de l'argent pour que ça fonctionne. Et donc les objectifs ne sont pas atteints, c'est une erreur monumentale d'investissement. Et donc, quand vous faites des investissements sur la base de l'endettement, mais évidemment, vous ne pouvez pas avoir une croissance inclusive. Il faut faire des investissements en mettant des partenariats publics-privés et en mettant en jeu vos propres ressources, ce qui réduit non seulement le temps d'investissement, mais ce qui réduit également les coûts pour la population. Donc, ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas construit le Sénégal. Je pense qu'il ne suffit pas de faire des infrastructures. Il faut voir comment on le fait, comment on l'a financé et quelles sont les retombées. Et quelles sont les priorités aujourd'hui. Nous avons besoin de relancer le chemin de fer au Sénégal. Ça n'a pas été fait. On aurait pu le faire avec le fer de la Falémé. Oui. On a déjà port et tout. On a faussé les priorités. Et c'est vraiment dommage pour le Sénégal. C'est aussi dommageable que pour la démocratie. Voilà les deux points sur lesquels vraiment le Sénégal est sorti des rails depuis longtemps. En termes de Eugénie, et puis après je... La question des investissements, la priorité des investissements et la question de la démocratie. Et c'est maintenant qu'on s'en rend compte. On constate une situation extrêmement pénible, les gens s'appauvrissent, ils quittent le pays pour aller à l'aventure et ils n'ont plus de démocratie pour organiser des élections. Même l'organisation des élections devient problématique. Au Sénégal, au moment où on lance la campagne, le président prend un décret pour dire on arrête tout avec des prétextes fallacieux et on prend un projet de loi pour reporter les élections en violation de la Constitution. Voilà, on a touché le fond au Sénégal. C'est dommage. Eugénie? Alors, vous êtes fondateur du mouvement, pardon, donc vous avez fondé le mouvement Génération Y. Génération Y, c'est la jeunesse qui est connectée. C'est quoi précisément? Oui, en 2016, quand j'ai fait une analyse de la situation du pays, je me suis rendu compte que la jeunesse était non seulement très nombreuse, mais très peu politisée. Et les jeunes vivaient plus dans la citadelle de la jouissance, la connexion, l'Internet et tout. Et je me suis dit qu'il y avait un travail à faire. Et pendant 2 ans, nous avons monté un mouvement Génération Y. On a mobilisé des jeunes. On a fait le tour du pays, on leur a mis le doigt sur les réalités de ce pays-là, sur la pauvreté, sur le manque d'eau, le manque d'électricité, sur le fait qu'il fallait travailler. Et on a poussé les jeunes à vraiment s'organiser et à se mobiliser dans le combat politique. Et ce qui nous a permis vraiment de voir aujourd'hui un engagement très important des jeunes. Notre parti est un parti très jeune où il y a énormément
de gens qui étaient dans le mouvement de la génération Y, qui est un esprit qui continue également à vivre. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la population jeune que nous avons, si les inscriptions, la révision des inscriptions était réalisée correctement, on aurait pu avoir une masse de jeunes de primo-votants, mais malheureusement, ils ont écourté la période et ils ont fait une révision exceptionnelle, bon, ce qui constitue également une violation du calendrier. Mais nous avons beaucoup d'espoir que les jeunes, chaque jour davantage, vont être beaucoup plus conscients des réalités de ce pays, qu'ils vivent tous les jours avec leur famille. Et c'est ça l'esprit de la génération grecque. Monsieur Camara, il y a un internaute qui vous fait une suggestion. Il s'appelle Monsieur Mamadou Faye et il propose, il demande, il faut traverser le Sénégal dans des profondeurs. Les populations vont adhérer à votre cause. Qu'est-ce que vous lui répondez? Mais on ne fait que ça. Nous, on n'a jamais arrêté. On a fait le tour du pays plusieurs fois. On parle aux populations. On s'est installé. Et effectivement, les populations adhèrent à notre cause. Vous allez voir avec les élections. Nous avons parlé directement aux populations. Nous savons ce qu'ils vivent. Aujourd'hui, il y a 5 constantes au Sénégal. 5 constantes que personne ne peut remettre en cause. C'est la pauvreté qui a atteint des niveaux extraordinaires. C'est l'ignorance avec des milliers, des millions de gosses qui devraient aller à l'école, qui n'y sont pas allés, d'autres qui sont sortis de l'école sans diplôme, d'autres qui sortent avec des diplômes sans pouvoir avoir même pas un stage. Oui, il y a aussi le phénomène des enfants des rues. Des enfants des rues aussi, à qui on apprend le Coran, etc. Les écoles coraniques. L'enseignement chahuté, l'enseignement coranique, l'enseignement religieux chahuté, l'État ne met pas suffisamment de moyens. C'est l'ignorance, c'est une constante. Ils sont d'accord avec nous sur le constat. Le chômage des jeunes. Le chômage. Il n'y a plus d'emplois. Il n'y a que des emplois précaires. Rien, on met juste, on saupoudre par-ci, par-là. C'est une constante. Il y a l'insécurité qui est une constante avec les vols de bétail, les accidents de toutes sortes, l'aménagement. Mais il y a un désordre tel au Sénégal. Pour reconstruire le pays, il faut mettre de l'ordre. C'est l'objet du chapitre 8 de notre livre et de notre plan qu'on appelle le plan Diagal, mettre de l'ordre. Donc ça, c'est une constante également. Et enfin, la maladie. Les gens ne vont même pas se soigner parce qu'ils ont peur de prendre des ordonnances qu'ils ne pourront pas payer. Donc ces constantes-là, nous sommes allés chez les populations, nous leur avons expliqué. On dit, mais c'est ça qu'on vit tous les jours. Maintenant, nous les avons organisés pour qu'ils participent au vote. Et je pense que c'est ce que le pouvoir a senti. Le pouvoir a senti qu'il y avait une vague contre son installation. Ils ont essayé de saboter l'élection. Monsieur Camara, j'invite les internautes qui nous regardent à partager l'émission parce qu'ils ne le partagent pas assez dans leur réseau, parce que ce que vous dites est très important. Il y a Madame Kadi Topkas qui dit « Chaque candidat a son thème. Celui de Kama est atypique à l'image du profil de l'illustre invité. » Ouais, donc j'invite Madame Kadi Topkas à partager l'émission pour que d'autres personnes qui viennent vous aider. De toute façon, on va rediffuser. Mais moi, j'ai une question. Oui. Alors, vous avez parlé finalement de la situation sociale dégradée des Sénégalaises et Sénégalais. Ils savent qu'ils sont dans la souffrance, dans la misère, mais le problème avec nos populations, et quand je dis nos populations, c'est nous tous, quand il y a un président qui fait du populisme, qui dit j'ai construit des tramways, des routes, enfin s'il en a construit, enfin s'il a plus de moyens et s'il utilise les moyens du pouvoir, cette même population va encore aller voter pour le candidat qui n'a pas fait des choses concrètes pour le peuple. Est-ce que c'est votre avis? Comment inverser la tendance? Comment faire prendre conscience à nos populations, à ceux qui vont voter, que leur vote est essentiel pour leur avenir, parce qu'ils votent pour leur avenir. Ils votent pour leur destin individuel et collectif. Est-ce que c'est ce que vous ressentez au Sénégal? Oui, non, je pense que les infrastructures, les réalisations, les inaugurations et tout, ça ne fait voter personne. L'expérience l'a montré ici avec Wade.
Les gens vous disent on ne mange pas les infrastructures. Et non, je pense que ça, cette tromperie-là, les inaugurations de trains sans gare ou bien de gare sans train, ça c'est fini. Ça ne trompe plus. La jeunesse est devenue consciente et ils parlent à leur population. La diaspora, vous avez parlé au début de l'émission qu'ils ont fait le report pour permettre à la diaspora de participer. Non, il n'est pas question de ça. La diaspora participe déjà à l'élection. Il n'y a pas de problème. Donc, la diaspora est très, très éveillée et a de l'influence sur les populations. Aujourd'hui, je pense que le niveau de conscience des populations a été accéléré par les dysfonctionnements créés par les pouvoirs politiques. Les dysfonctionnements qu'ils créent pour garder le pouvoir, ça a posé des débats et finalement, les gens, avec l'utilisation de la langue nationale et tout, les gens sont très conscients de la situation. Tout le monde se dit, dans toutes les rues, on vous dit, bon, Macky Sall fait tout ça parce qu'il veut rester au pouvoir. Vrai ou faux, tout le monde considère qu'il veut rester au pouvoir. Bon, il n'a pas le droit de rester au pouvoir. Deuxième perception, tous ces gens qui sont au pouvoir, ben, ils étaient souvent très pauvres, maintenant ils sont très riches. Donc c'est le pouvoir qui les a enrichis, ça c'est très clair. Et troisièmement, tous les gens qui combattent sont emprisonnés, sont vraiment persécutés. Donc c'est les perceptions qui sont là. Ensuite, les gens vivent les travers dont j'ai parlé, sur l'éducation, sur la santé, sur la maladie et tout. Donc les gens sont fatigués au Sénégal. Les gens sont pauvres et fatigués. C'est la majorité de la population qui vit ça. Et ils n'écoutent plus rien. Ils attendent juste le jour pour dégager tous les gens qui les font souffrir. Et c'est ça la réalité. Et si ça peut arriver dans un scénario catastrophe, parce que ça s'est passé en Côte d'Ivoire, même si la situation finalement est peut-être différente, mais Alassane Dramane Ouattara avait dit qu'il ne se représenterait pas. Il est actuellement président de la Côte d'Ivoire. Et si le président actuel du Sénégal faisait du forcing, qu'est-ce qui se passerait s'il dit finalement je suis candidat? Non, mais moi je pense que ça, on l'a dépassé. Je n'y peux pas. Aujourd'hui, son problème, c'est de sortir de ce report-là. Ben oui. Je pense qu'il a réaffirmé plusieurs fois qu'il ne va pas se présenter. Je pense que cette hypothèse n'a aucune chance de prospérer. Ça, en plus, l'article 107 l'empêche totalement. Non, mais... Non. Tu sais, il peut arriver dans un pays qu'un président veuille partir et que les populations lui disent ne partez pas. Franchement, vous avez tellement travaillé. On a vu des exemples, je ne veux pas citer des pays. Et cette histoire de mandat-là, ce n'est pas un problème, quoi. Il faut vraiment que tu restes pour construire le pays. Mais franchement, ce n'est pas le cas de notre président. Ben, écoutez, nous avons vraiment été abreuvés. Vous nous avez donné à comprendre ce qui se passe au Sénégal. Je vais vous faire une proposition. Les Sénégalais, ils aiment bien qu'à la fin, on parle un peu leur langue pour leur passer un message. Si vous avez à leur parler en langue traditionnelle, je ne suis pas sûr de tout comprendre, mais si vous voulez prendre ne serait-ce qu'une minute pour vous adresser aux Sénégalais dans la langue dans votre langue, parce que... Le Wolof, je pense, c'est qui traduire en français. Wolof, vous parlez, monsieur Camara? Le Wolof. Oui, maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp di leen sant di leen wax ne fii dëkk bi tollu dugg na ci guttu goo xam ne gi wax dëgg yàlla ñëpp a jaaxle li ko indi nag mooy président Macky Sall dafa jël dogal boo xam ne bii dëppoowul ak yoon benn bu njëkk bi mooy dafa jékki-jékki ne fi ñu jëmoon ci élection yi ne ñëpp taxaw te dara kenn sant ko ñaareel bi ñu jël benn dogal ci pencum ndaw réew mi ne élection yi dañ ko toxal ba jëmmi jamono maanaam décembre bi di ñëw 2024 te loolu bu ñu ko defee dafa mel ni dañu yokk diir bi nga xam ne bii moom la ñu ko mayoon ci sartu réew mi pour mu toog mu war a jeex 3 avril loolu nag moo indi benn jeexi jaaxa boo xam ne Sénégal yëpp dañu taxaw pour dindi ko léegi nag fii nit ñi toll yàkkamti woon dem élection pour jëlee fi ñi nga xam ne ñii ñoom ñoo fi indi ndóol indi fii ñàkk jàng indi fii ñàkk xëy indi fii ñàkk kaaraange ak ñàkk wér-gu-yaram loolu moo tax kenn nanguwul lii ñu bëgg a def kon nag ñu ngi leen di ñaan yéen ñëpp ngeen taxaw ba nga xam ne lii du antu Sénégal dellu fu mu nekkoon ci wàllu réew yëpp nit ñu doon xoolee
vraiment dafa mel ni dafa am benn ñaas bu ci nekk boo xam ne bii war nañ koo faj loolu moom mooy sama message en wolof. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, moi, j'avais deux dernières questions. Oui, deux dernières questions rapides. Monsieur Camara, votre point de vue concernant la victoire de la Côte d'Ivoire, hein, la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, et votre point de vue concernant la situation sécuritaire en RDC, un pays que vous connaissez bien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces deux sujets? Alors, sur la victoire de la Côte d'Ivoire, je les félicite bien. Et c'est une victoire trop logique parce que si vous éliminez le champion en titre, c'est normal que vous soyez champion. Je les félicite sans problème. Elle remis le couteau dans la plaie. En tout cas, je les félicite. Nous, on est des sportifs. Ils ont gagné. Et on n'arrive pas en finale de Coupe d'Afrique comme ça par hasard. Je pense qu'ils ont été très méritants. Et je les félicite. Et j'encourage nos Lions. Et ils vont revenir pour chercher la seconde étoile. Bon, pour la RDC également, qui est un de mes pays préférés, je pense que les élections se sont déroulées. Ils ont encore ce challenge de la sécurité. Et je pense que les autorités et la communauté internationale vont se mobiliser pour que au Nord Kivu et dans toutes les zones instables, la paix revienne parce que c'est un pays immensément riche qui peut être une locomotive pour l'Afrique. Merci beaucoup. Parce que vous avez une très grande expérience, M. Camara. Vous êtes très modeste, vous ne le dites pas assez. Vous avez une très grande expérience internationale. Vous avez sillonné, travaillé dans beaucoup de pays d'Afrique, hein, dont le Bénin, entre autres. Vous avez occupé de grandes fonctions, notamment dans la douane. Si mes informations sont bonnes. Donc, vous parlez très modestement, mais vous avez une stature internationale reconnue et appréciée par beaucoup de pays d'Afrique. Oui, mais ça, c'est une chance. Et également, bon, il y a une part de mérite, c'est vrai, mais je pense que l'essentiel, c'est que cette expérience serve absolument au Sénégal. Au continent. Ben oui. Et au continent. Comme disait l'autre, le tigre n'a pas besoin de chanter sa tigritude. Il bondit. Il tue sa proie et la mange. Il bondit. Ben écoutez, Eugénie. Oui, Olivier Segbo. Toujours aux dames, hein, Eugénie. Je remercie M. Camara d'avoir accepté cet entretien à brûle pour point sur la situation inédite au Sénégal. Il y a beaucoup de changements en Afrique, et nous en parlions avec Olivier avant l'émission. On voit l'écume, on voit des choses qui sont inédites comme au Sénégal. Il y a tellement de choses qui se passent actuellement sur le continent africain qui ressemblent à des choses du passé. Donc, ils font penser à l'écume. Mais dans le fond, finalement, ces crises, en 2024, permettent de mieux nous clarifier, mieux se positionner et permettre aux populations, finalement, de choisir entre le passé et le futur. Moi, c'est ce que j'observe en analysant la situation du Sénégal et au regard de ce que vous nous avez dit, mais également sur l'ensemble du continent africain. Voilà. Il y a l'écume des choses qui peuvent paraître des choses qui sont du passé, qui ne sont pas bonnes, mais je pense que l'Afrique a maintenant tous les éléments, toute la matière grise, des personnes comme vous, une jeunesse qui est préparée, qui est consciente, de plus en plus consciente, et puis un continent qui s'affirme, qui s'ouvre à d'autres puissances, qui ne va pas seulement faire la courbette, mais qui est conscient de son potentiel et qui veut vraiment prendre son destin en main. C'est mon sentiment, même s'il y a encore beaucoup à faire. Mais vous avez parfaitement raison. L'Afrique est à la croisée des chemins. Aujourd'hui, la jeunesse s'est positionnée dans le champ politique et social. L'Afrique doit quitter le statut de pays endetté qui dépend de l'aide au développement qui a atteint ses limites. La Covid et l'ensemble des pressions qu'il y a eu ont montré qu'on ne peut pas continuer à dépendre de l'Occident. Donc ça c'est clair. On doit passer donc de ce statut-là médiocre à un statut de hub pour le monde. C'est-à-dire la pièce de modération du monde, c'est l'Afrique. Avec ses richesses, avec sa jeunesse. On a l'avantage des richesses, des ressources naturelles.
on a l'avantage de la jeunesse et on a l'avantage des nuages de cerveau qui est en Europe, en Afrique, en Amérique, qui sont des Africains, mais qui ne servent pas l'Afrique pour le moment. Donc, ce passage-là, il est essentiel. Et ce passage appelle justement l'élection de dirigeants qui sont compétents et sérieux. Et c'est là où se trouve l'Afrique aujourd'hui. C'est pour ça que la question de la démocratie, de la dévolution du pouvoir est devenue essentielle en Afrique. Donc, il y a deux leviers. Si moi, j'avais un pouvoir en Afrique... Vous l'avez, le pouvoir. Vous l'avez, le pouvoir. Non, j'ai un pouvoir de persuasion peut-être. Oui, oui. Mais si j'avais un pouvoir de décision en Afrique, j'aurais fait en sorte que l'Union africaine s'occupe de deux grands sujets. La dévolution démocratique du pouvoir et la sauvegarde des ressources naturelles. Si on a ces deux points-là, on peut constituer cette pièce de modération du monde que j'appelle de tous mes voeux. Et je suis d'accord avec vous, c'est l'écume. Espérons que cette écume-là permette de voir la vague de fond qui permettra à l'Afrique de se relever et de montrer un visage reluisant au monde moderne. Merci beaucoup. C'était l'hebdo politique de la semaine. Merci infiniment, M. Camara, d'avoir été notre invité et de nous avoir éclairés. Aux internautes, je souhaite une bonne soirée et je les invite à repartager massivement cette émission pour éclairer tout le monde sur le devenu du Sénégal, qui est un très grand et très beau pays. Merci. Bonne soirée à vous. Merci. Merci, M. Camara. Au revoir. Au revoir, Olivier. Au revoir.